Notre femme d'exception ce dimanche est une aventurière, une baroudeuse. Bonjour Élodie Bernard. Bonjour. Alors vous êtes une femme épatante, je dois dire. Vous avez 26 ans aujourd'hui et vous avez déjà des dizaines de voyages à votre actif et notamment plusieurs au Tibet, dans cette partie de la Chine où on s'en souvient, des émeutes avaient éclaté en mars 2008. On voyait des moines descendre pacifiquement dans la rue pour réclamer plus de liberté et Pékin a violemment réprimé cette contestation. Vous, du haut de vos 24 ans, à l'époque, vous avez dit il faut absolument que j'aille là-bas. Alors il faut dire que on ne pouvait pas entrer sans autorisation au Tibet à cette période-là. C'était complètement fou, non ? Oui, mais en fait, quand on a envie d'y aller, on y va. Donc j'ai essayé par tous les moyens pour rentrer. Moi, surtout, je voulais pas, c'est avoir une autorisation. Je voulais être libre de mes déplacements. Donc oui, parce qu'avec une autorisation, vous avez un guide et puis voilà. C'est plus du tout le même voyage. Voilà, exactement. Vous rencontrez très peu la population. Surtout, ils osent pas trop vous parler parce que les Tibétains n'ont pas le droit de revenir sur les émeutes, de dire comment ça s'est passé, de parler de politique. Moi, ce que je voulais, c'était déchiffrer la situation de l'intérieur, faire le maximum de rencontres et savoir un peu comment on vivait au Tibet actuellement, comment la répression se faisait, mais aussi comment les gens résistaient au quotidien. Et partir seul, vous n'aviez pas d'appréhension ? Non, mais en fait, je suis toujours partie seule depuis longtemps, donc pour rencontrer les gens, c'est facile quand on est seule, surtout quand on est une jeune fille de 24 ans, les gens sont un peu étonnés, et surtout, ils se méfient pas, donc ouais. C'était un peu une porte d'accès pour moi. Alors ça n'a pas été facile d'arriver dans la capitale, Lhasa, vous étiez donc sans guide, sans autorisation. Comment vous avez fait? Ça a mis plusieurs jours. Hein. Voilà, donc en fait j'ai pris un bus dans le nord, donc dans la province tibétaine incorporée à une province chinoise de Xinrai. Et donc là je cherchais un moyen pour y aller et j'avais pas trouvé, donc j'errais un peu de village en village à la recherche d'un moyen. Et finalement il y a un bus qui a bien voulu me prendre. Donc quand je suis montée dans le bus, les gens ne parlaient pas du tout anglais, donc j'avais juste dit Lhasa. Et je savais pas combien de temps ça allait prendre. Et au final, ça a pris 55 heures. Donc c'était un peu une drôle d'aventure. Avec quelques frayeurs, hein, vous avez failli être arrêté plusieurs fois. Voilà. Donc en fait, c'est une route interdite du Xinrai à Lhasa, surtout à cette période des Jeux Olympiques. Donc moi, mon but, c'était d'être à Lhasa le premier jour des Jeux Olympiques. Au mois d'août. Voilà, le 8 août. Et donc, du coup, en fait, sur la route, il y avait énormément de barrages militaires, énormément de casernes, de tanks. Donc c'est un peu pour ça aussi que cette route est interdite aux étrangers. C'est parce qu'il y a des dizaines de kilomètres de tanks, de chars. Donc à chaque barrage, moi je devais me cacher. Donc j'allais au fond du bus, me cacher sous des couvertures pendant les barrages. Et en fait, chose que je ne savais pas, mais que j'ai compris la nuit, c'est qu'en fait les militaires rentrent dans le bus pour fouiller chaque passager. Donc la nuit, à travers mes couvertures, je voyais les faisceaux des militaires avancer près de moi. Bon, finalement, j'ai pas été découverte. Mais là, donc, j'ai vraiment compris que ça aurait pu être grave parce que si j'avais été prise en plein milieu des montagnes, à minuit, 1h du matin, j'aurais été dans une caserne détenue pendant 48 heures. Donc, c'était un peu, voilà. Là, je me suis dit, oups, où est-ce que je vais? Et qu'avez-vous découvert au Tibet que vous ne saviez pas encore et surtout que nous, occidentaux, nous ne savons pas? C'est vrai que souvent, le Tibet, on pense au Dalai Lama, à son sourire. Et moi, j'étais véritablement choquée par la répression et la détresse des gens. Elle est beaucoup plus forte qu'on l'imagine. Alors quand on rencontre des Tibétains, dans les premières minutes, ils sont toujours très souriants, très accueillants. Et ensuite, lorsque vous approfondissez les conversations, vous parlez politique, ils se mettent tous à pleurer. Au bout d'un quart d'heure, c'est tout le monde pleure, c'est une grande détresse, surtout après les émeutes de mars 2008 qui ont été vraiment très violentes. Les gens avaient un ras-le-bol. En fait, beaucoup ne pensaient pas que les Chinois allaient réprimer de cette manière, avec autant de violence. Vous expliquez dans votre livre Le vol du Pan mène à Lhasa que fréquemment des moines sont arrêtés depuis ces émeutes. Il y a des perquisitions, ça se multiplie. Et puis les moines, justement, ils sont arrêtés, mais on les retrouve pas forcément. Non, on les retrouve pas. Et donc moi, pour les interviewer, en fait, j'allais dans les monastères de minuit à 5 heures du matin parce que généralement, il y avait la présence militaire dans les monastères toute la journée. Donc je me déplaçais la nuit pour aller les interviewer. Et donc c'est vrai, certains m'ont parlé, donc j'ai pu confirmer cette information. Des fois, quand ils partent en prison, on n'est jamais sûr s'ils vont revenir. Ouais. Et ensuite, ils torturent, on leur donne du poison pour qu'ils meurent après, lorsqu'ils ressortent, si on leur donne la liberté de ressortir. Une journée après, ils meurent, c'est souvent parce qu'ils ont été empoisonnés juste avant leur sortie. Donc c'est vraiment dramatique. Par contre, les monastères à Lhasa, là c'était plutôt des monastères à l'extérieur, où j'ai pu aller, parce qu'à Lhasa, c'est vraiment surveillé, il y a des caméras de surveillance partout dans les monastères, il y a des faux moines, des espions, donc c'est vraiment une grande suspicion.
Et vous avez finalement été expulsé du Tibet, vous avez été dénoncé, c'est ça? Voilà, alors en fait, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je pense peut-être à une Chinoise qui était à côté de moi au restaurant, qui m'avait posé quelques questions, ou alors à mon voisin dans l'hôtel. Donc je sais pas trop, mais au final, j'étais expulsée. Comme j'avais 24 ans, j'avais l'air gentille peut-être. Du coup, On vous a pas gardé? On m'a pas gardé. On m'a juste dit repartir à Pékin. Donc je suis repartie par le train. Et comme j'avais pas fini ce que je voulais faire, je suis revenue sans autorisation, par un autre moyen. Alors vous, Élodie Bernard, qui connaissez bien cette région, est-ce que vous pensez que l'attribution de ce prix Nobel de la paix à un dissident chinois peut pousser Pékin à lâcher un peu de lest en matière de droits de l'homme? En tout cas, c'est un acte formidable et d'audace. Ensuite, c'est vrai que là, on met en valeur la condition des défenseurs des droits de l'homme en Chine. Au Tibet, la condition pour ces défenseurs est identique, à ceci près que c'est toute la population qui est concernée par la répression, parce qu'au Tibet, toute personne qui montre des valeurs de l'identité culturelle ou de l'identité tibétaine sont susceptibles d'être emprisonnés. Donc surtout que Liu Xiaobo avait signé quand même, il a un aspect tibétain dans sa politique, dans sa lutte. Il avait signé donc la charte de 2008 qui faisait référence au Tibet et à Taïwan. Il avait signé aussi une pétition à la suite des émeutes de mars 2008, qui demandaient au gouvernement d'être un peu moins violent, de faire attention et aussi d'entamer un vrai dialogue avec les autorités. Donc en tout cas, c'est un acte formidable mais maintenant, il faut que les démocraties occidentales suivent et sont encouragés à marquer plus de fermeté envers Pékin. Quand vous étiez au Tibet, Élodie Bernard, on vous a dit que vous deviez être malheureuse, sans attache affective pour voyager comme ça, toute seule, sur le toit du monde, c'est le cas? Non, j'ai une famille qui me soutient. Je pense que c'est important lorsqu'on voyage toute seule d'être soutenue par sa famille. Voilà. C'est d'ailleurs votre père qui vous a donné le goût des voyages. Vous partiez avec lui depuis toute petite. Hein. Voilà, depuis toute petite, je partais avec lui. On allait dans les zones tribales au Pakistan. On a beaucoup voyagé dans l'Himalaya, c'est comme ça que j'ai rencontré la communauté tibétaine en exil. Donc on partait, donc après c'est vrai qu'on acquiert des mécanismes du voyageur, on fait plus attention, on sait comment réagir face à certains événements. Voilà. Votre objectif c'est quoi? C'est parcourir le monde pour témoigner? En fait, c'est surtout, j'ai un besoin d'assouvir en fait cette curiosité. Il se passe tellement de choses. La vie à Paris, des fois, me semble tellement fade à côté. Oui. Donc c'est un peu déchiffrer le monde, comment les autres vivent, comment on vit sous la répression au Tibet, quelles incidences par la suite. Donc c'est ça, c'est comprendre le monde. Votre prochain voyage, ce sera où et quand? Alors probablement au mois de novembre-décembre, j'aimerais repartir dans la Corne de l'Afrique. En fait, j'ai fait un voyage au Yémen ce printemps et j'aimerais en fait traverser la mer Rouge et aller voir un peu du côté de Djibouti, Érythrée, Éthiopie. Accompagnée cette fois? Non, Toujours toute seule. Voilà. Vous êtes une solitaire. Voilà, exactement. J'invite nos auditeurs à découvrir votre périple au Tibet dans votre livre Le vol du Pan mène à Lhasa. Ça vient de sortir aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Élodie Bernard d'être venue nous voir sur France Info. À bientôt. À bientôt.